Après Strasbourg, Lille et Marseille, Nantes accueillaient cet été les 5e rencontres nationales de l'habitat participatif. L'objectif, fédérer les acteurs pour développer cette démarche sur notre territoire et puis communiquer auprès du grand public. Éric Gérard, vous êtes promoteur immobilier. Cela fait plusieurs années que vous vous intéressez à ce mode d'habitat. Dans un premier temps, rappelez-nous en quoi il consiste. Quelle est sa particularité ? Alors, par rapport à un projet classique où le projet est monté directement par un opérateur immobilier, là, on va associer les habitants à toute la démarche de réflexion, de conception du projet. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un projet qui est fait sur mesure pour les habitants. Et puis aussi, ça permet de créer du lien entre les personnes. Et donc, elles vont être souvent sensibles au fait de produire des espaces communs différents, avoir par exemple un jardin partagé, avoir un atelier, une chambre partagée, pour pouvoir s'offrir finalement plus de choses que ce qu'elles pourraient faire si elles étaient toutes seules, et puis aussi pour avoir un lien social différent avec ses voisins, et finalement créer une forme de communauté habitante, où chacun, bien sûr, a son intimité et sa vie personnelle, mais où on développe aussi des relations un peu plus solidaires, un peu plus humaines avec ses voisins. En tout cas, rien ne sort de terre sans qu'il y ait une validation de la part des habitants. Même les plans sont élaborés ensemble. Le choix des matériaux. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que l'architecte est choisi par les habitants et toute la conception, elle est menée par les habitants. Il existe plusieurs systèmes d'habitat participatif. Certains habitants se débrouillent seuls, sans le support d'un professionnel de l'immobilier. On appelle ça l'autopromotion. C'est assez compliqué, donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que certains groupes n'arrivent pas à aller au bout, et il peut être intéressant d'avoir un professionnel qui porte l'opération pour le compte des habitants, mais tout en leur laissant complètement la main sur les choix. Dans ce cas-là, l'opérateur immobilier, son rôle, ça va être d'aider le groupe d'habitants à maîtriser les délais, à maîtriser les coûts, et puis il va aussi porter tous les risques pour les habitants. Quand vous êtes à 10 et que vous devez acheter le terrain alors que vous ne savez pas encore trop comment ça va se passer, c'est pas évident de mobiliser une banque et de continuer. Et puis qu'est-ce qui se passe s'il y en a un ou deux qui s'en vont ? Là, en l'occurrence, l'opérateur immobilier, il va acheter le terrain pour le compte des habitants et il va réaliser l'opération pour le compte des habitants. Voilà. Françoise Durand, je me tourne vers vous. Fabienne Durand, je me tourne vers vous. Vous êtes habitante, enfin, vous vous apprêtez à rentrer dans un logement participatif. Quand je dis vous vous apprêtez, ce sera en fin d'année 2019. Qu'est-ce qui, à l'origine, vous a motivé pour tester ce nouveau mode d'habitat ? Eh bien, en tant que famille monoparentale, l'idée c'était d'intégrer un groupe, d'habiter chez moi, mais d'avoir des locaux qui permettent, une fois sorti de chez moi, de pouvoir créer du lien social, comme le disait Éric. Et puis de ne pas me contenter de dire bonjour le matin et bonsoir le soir à mes voisins. Voilà, de pouvoir créer du lien et faire plus que rentrer chez moi. Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, dans nos villes, du lien social, il y en a peu, et plus en campagne, on a souvent cette image-là, mais c'est vraiment le cas ? Eh bien, c'est compliqué lorsqu'on emménage dans une résidence, selon le profil des familles qui y sont. Le quotidien, la vie trépidante fait que on n'est pas amené à créer des liens. Donc, on va se contenter de se croiser rapidement dans les couloirs, mais ça va en rester là. Éric ? Il y a un élément qui est extrêmement fort dans l'habitat participatif, c'est cette question du projet commun. On travaille tous ensemble sur un projet commun et ça crée des liens qui sont extrêmement forts. En plus, ce projet, c'est un projet de logement, et le logement, c'est très affectif, c'est quelque chose d'extrêmement important pour chacun d'entre nous. C'est en même temps son intimité, donc construire son intimité avec d'autres qui la construisent et puis en plus mettre des choses en commun dans un projet collectif, c'est une aventure humaine qui est extrêmement riche. Mais c'est aussi un sacré challenge puisque vous devez avoir des profils très différents avec des envies différentes. Françoise, vous avez dû le constater. Fabienne, je suis désolée, je vais essayer de retenir votre prénom. Fabienne, vous avez dû le constater. Tout à fait, oui. Dans notre groupe, nous sommes 15 foyers, des trentenaires, de 40 ans, 50 ans et même 70 ans. C'est intergénérationnel, mais on est animé par des valeurs communes d'entraide et de solidarité.
Et c'est ce qui fait le ciment de notre groupe. On voit derrière nous, en fait, ce sera votre prochain habitat, c'est ça? C'est oui, les ruches? C'est le projet Zélige, tout à fait, qui est donc en cours de construction. Boulevard de la Prairie-au-Duc. Voilà, c'est ça. Et c'est un projet global, hein. Il n'y aura pas que des logements participatifs. Voilà. Le projet, il y a un aspect participatif qui va concerner les 100 logements qui vont être construits. Et parmi ces 100 futurs occupants, il y aura 60 propriétaires et 40 locataires. Et donc, ensemble, on partagera une toiture terrasse. On aura un atelier bricolage, une salle de réunion dans laquelle on envisage de faire une AMAP, enfin de faire participer les AMAP. Et puis on aura également des garages à vélo, et également une grande salle au niveau de la toiture terrasse pour se réunir et festoyer ensemble. Et dans l'élaboration de ce projet, il y a eu consensus du début jusqu'à la fin, où il y a eu des tensions, ou est-ce que vous avez dû être accompagné justement ? Alors, lorsque le projet a débuté en 2014... Juste, on découvre le projet définitif voilà. Dans les écrans. La première étape, c'était de choisir une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a permis de mettre autour de la table non seulement nous, les futurs occupants et le promoteur social, mais également l'ensemble des intervenants, les entreprises, bureaux d'études techniques, paysagistes. Il y avait également la Samoa, l'urbaniste. Et donc, c'est ensemble qu'on a construit relativement rapidement, puisqu'en l'espace de 6 ateliers participatifs, on a construit le programme. Et on s'est mis d'accord sur la localisation, déjà la nature des espaces communs et leur localisation dans le bâtiment. Éric Gérard, le concept d'habitat participatif n'est pas nouveau. On a d'ailleurs un exemple concret à Nantes avec la cité radieuse, par exemple, du Corbusier à Rezé, qui a été construite dans les années 50. Finalement, on n'invente rien, c'est déjà là. C'est plutôt rassurant. Ouais. Effectivement, la cité radieuse, c'est... alors, pas dans sa conception, parce qu'on est vraiment dans le Corbusier, mais par contre, dans sa vie, il y a des concepts qui sont assez proches de l'habitat participatif, parce qu'il y avait un appartement partagé, il y a des espaces où on peut organiser des cours, il y a l'école qui est sur le toit. Donc il y a vraiment des éléments qui sont des éléments de vie commune assez forts dans cet ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet esprit il perdure au long des années. Il y a encore plus de 20 associations qui sont actives à l'intérieur de la maison radieuse. Donc c'est quelque chose qui marche. Et alors comment ça se développe concrètement? Est-ce qu'on est plus vers un développement de ce mode d'habitat ou finalement ça reste stable depuis toujours parce que les délais sont longs, parce que... Il y a eu des phases, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase dans les années 70-80 où il y a eu un premier essor de ce type de démarche un peu dans la mouvance de 68, on va dire. Et puis, ça s'est un peu arrêté sur la fin des années 90 et depuis une dizaine d'années, on sent qu'il y a un nouvel essor. Mais en France, on est encore très loin des pays étrangers. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est 5% de la production qui se fait sous ce format-là, et même plus de 20% à Zurich. Et donc, il y a un certain nombre de pays où il y a une production d'habitat participatif beaucoup plus forte qu'en France. Vous me disiez 150 projets par an en France, à peu près. En France, on est sur un renouveau, mais on est effectivement encore sur quelque chose qui est très confidentiel. Et mon souhait en accompagnant ce type de projet, c'est aussi de fiabiliser les processus et de permettre à des gens de rentrer dans une démarche de ce type sans être des militants purs et durs et en rentrant dans une démarche un peu banalisée. Finalement. On va se pencher sur le projet Rezé-Jaguar que vous lancez. Vous organisiez hier une réunion d'information pour le présenter, mais pour aussi identifier un groupe d'habitants qui seraient intéressés. Et je crois que cette réunion a eu beaucoup de succès. Oui, on a même été un peu dépassé par le succès. On n'avait pas forcément prévu une salle tout à fait assez grande. Il y avait 65 personnes. Alors après, c'est pas que des personnes qui voulaient rentrer dans le projet. Il y a des personnes qui voulaient aussi juste apprendre un peu sur l'habitat participatif. Le projet, c'est 15 logements, c'est ça? Le projet, c'est 15 logements, exactement, plutôt des maisons individuelles. Donc à Rezé, à la Jaguar, qui est un nouveau quartier qui est, je dirais, pas très loin de la Trocardière pour les Nantais. Et on est sur un format de maison individuelle plutôt. Donc avec un souhait d'accueillir des familles, mais pas que, en fonction des personnes qui seront intéressées. On est au tout début de l'opération.
Donc on invite toutes les personnes qui sont intéressées par un projet de ce type à rejoindre cette aventure. Vous l'avez dit, près de 70 personnes hier à La Réunion, 15 logements. Comment on fait le tri, comment on sélectionne? C'est sur dossier? On verra à la deuxième réunion s'il y a toujours autant de monde. Si vraiment on avait un problème de sélection à faire, je pense qu'on essaierait de définir des critères avec les habitants pour voir ce qui semble le plus légitime pour sélectionner les personnes. L'idée, ça peut être par exemple de dire à chacun qu'est-ce que vous imaginez comme critères, et puis après de noter tous ces critères et de voir lesquels émergent pour pouvoir sélectionner le groupe qui continuera. On n'en est pas encore là. Ouais. Quels sont les délais? Est-ce que vous savez déjà quand le projet pourra sortir de terre, ou c'est encore trop tôt? Ça fait partie justement pour moi des impératifs qu'on doit au groupe d'habitants, c'est-à-dire de maîtriser les délais et les coûts. C'est à ça qu'on sert si on est dans l'opération. Oui, parce que Fabienne, vous, pour le coup, vous avez eu un temps très long. Je crois que vous avez commencé la démarche en 2012 et 2014 et votre appartement sera livré en 2019. Tout à fait. Il y a l'aspect participatif qui nécessite des réunions, du temps, de la concertation. Et puis, il y a des paramètres qui sont indépendants de notre volonté et qui, spécifiquement dans ce projet, ont rallongé les délais. Éric, on est sur un projet de 100 logements avec un immeuble de 11 étages. Donc, effectivement, les délais de construction et les complexités du programme sont relativement importantes. À la Jaguar, on est sur quelque chose de plus simple parce qu'on est sur un format de maison. Donc, on estime qu'il faut peut-être 2 ans de conception, d'études et d'appel d'offres auprès des entreprises, et après 1 an et demi de construction, donc 3 ans et demi pour livrer les logements à partir de maintenant où on commence le projet. Si les gens sont intéressés, comment faire pour consulter le projet, pour vous contacter? Il existe un site internet, je ne vais pas avoir l'adresse en tête, mais si on tape Habitat Participatif et Jaguar sur un moteur de recherche connu, on doit normalement avoir directement le site internet de l'opération. Avec de nouvelles réunions prévues prochainement? La prochaine réunion est prévue le 4 octobre à 18h, le jeudi 4 octobre. On est en recherche d'une salle adéquate parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que la dernière était un peu petite. Donc, on va trouver une salle et ce sera mis bien sûr sur le site.